Bonjour à tous, bienvenue pour ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec le directeur général de la Standard Chartered Bank, Bill Winters. Au menu de la rencontre, le développement des activités du groupe en Côte d'Ivoire. Awatouri. La Standard Chartered Bank veut se repositionner en Côte d'Ivoire et saisir des opportunités d'affaires. Le directeur général du groupe, Bill Winters, qui effectue depuis lundi sa première visite officielle en terre ivoirienne, est venu présenter au président de la République, Alassane Ouattara, son vaste programme d'investissement pour la Côte d'Ivoire. Nous avons discuté avec le chef de l'État et les ministres concernés du succès de l'économie ivoirienne, également des opportunités dans le domaine des infrastructures et dans les domaines du financement structuré. Nous avons également parlé de l'importance stratégique de la Côte d'Ivoire, où nous sommes présents depuis plus de 17 ans et où nous avons récemment investi dans le domaine de la banque digitale, facteur d'inclusion financière. Rappelons qu'en mars 2018, ce groupe a lancé la première banque entièrement digitale au sein de sa filiale en Côte d'Ivoire avec 70 services bancaires, notamment l'ouverture de comptes entièrement numériques à l'aide de l'application SC Mobile. Loin d'Abidjan, le chef de la diplomatie américaine et le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire ont eu une séance de travail à Washington. C'était en marge des travaux de la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Les deux hommes ont fait le point de la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Politique américaine en Afrique, opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire sont autant de sujets qui ont meublé cette rencontre. On en parle avec Michel Digri. C'est la toute première fois que les deux hommes se rencontrent depuis la nomination de Mike Pompeo au poste de secrétariat d'État américain. La séance de travail a permis de faire le point des relations de coopération entre les deux pays. La Côte d'Ivoire a toujours entretenu avec les États-Unis d'Amérique une relation privilégiée, une relation ancienne, une relation de qualité, que nous avons vu ces dernières années, les progrès qu'ont accompli les relations commerciales entre nos deux pays, que nous nous en réjouissons, mais que la vision du président de la République était de moderniser notre économie par son industrialisation et notamment par la transformation sur place en Côte d'Ivoire des produits du cru, notamment le cacao dont nous sommes le premier producteur mondial. Le ministre Marcela Montano a décrit à son homologue américain les performances de l'économie ivoirienne, une porte d'entrée importante sur le marché africain et sous-régional. C'est pourquoi le ministre Marcela Montano souhaite que la Côte d'Ivoire soit un partenaire de choix dans la politique africaine des États-Unis. Avec l'arrivée de l'administration Trump, nous avons peu de lisibilité sur la politique africaine des États-Unis, en Afrique en général, en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire en particulier. Donc j'ai souhaité avoir cet entretien avec mon homologue pour savoir un peu quelles étaient les intentions des États-Unis d'Amérique en Afrique. Et il m'a assuré que les États-Unis d'Amérique tenaient à garder son rang dans ses relations avec le continent et que la Côte d'Ivoire était considérée comme un partenaire privilégié dans cette politique de l'administration Trump sur le continent africain et en Afrique de l'Ouest. Marcela Montano a enfin soumis une préoccupation au chef de la diplomatie américaine. Je lui ai fait également remarquer qu'il serait intéressant que très rapidement un ambassadeur des États-Unis d'Amérique soit nommé en Côte d'Ivoire. Il m'a assuré que le processus était en cours et que très rapidement un ambassadeur serait nommé en Côte d'Ivoire. Dans un autre registre, des professionnels de la santé venus de 18 pays d'Afrique francophone sont réunis depuis hier à Grand-Bassam pour trouver des solutions aux problématiques de la transfusion sanguine en Afrique afin d'améliorer la sécurité transfusionnelle infectieuse. Ces assises vont durer 3 jours. Elles vont permettre aux spécialistes en immunohématologie de réfléchir et de partager leurs expériences en la matière autour du thème « Quelle stratégie pour une sécurité infectieuse transfusionnelle maximale en Afrique ?» Sephora Zegui, Sidonie Davila.
Malgré une politique volontariste et un réseau de banques de sang assez important, quelques pays d'Afrique subsaharienne continuent de souffrir d'une pénurie de produits sanguins. Aussi, les différentes étapes du protocole édité par l'OMS pour s'assurer de l'innocuité des produits sanguins ne sont pas toujours respectées dans certains pays. Les principales difficultés que nous rencontrons, c'est notamment les difficultés d'approvisionnement en produits sanguins, donc l'insuffisance de donneurs de sang. La majorité des donneurs que nous enregistrons dans nos centres de transfusion sont des donneurs de famille, des donneurs familiaux. Et c'est une grande entrave à la sécurité transfusionnelle dans la mesure où des études ont montré, maintenant de moins en moins, que ces donneurs pouvaient être les plus à risque d'infection transmissible via la transfusion. La sécurité transfusionnelle infectieuse, une préoccupation donc pour 18 pays d'Afrique subsaharienne, d'Europe et d'Asie. Ces professionnels de la santé, réunis au sein du réseau africain francophone de la transfusion sanguine, vont tenter de répondre aux problématiques de la transfusion sanguine en Afrique. Notre ambition, en organisant cette rencontre, est de mettre au cœur de nos préoccupations la réflexion sans cesse croissante sur le dispositif de la sécurité transfusionnelle, c'est-à-dire l'ensemble des moyens visant à éliminer ou à réduire les risques infectieux liés à la transfusion sanguine. La transfusion sanguine, qui est au centre de notre rencontre de ce matin, est une thérapeutique universellement reconnue, dont la pratique exige le respect de règles strictes de sécurité sans lesquelles elle peut être cause de complications graves pour le malade. Je me réjouis de ce que le gouvernement ivoirien fait de grands efforts dans ce domaine, en raison des investissements réalisés au cours de ces dernières années. Conférences en plénière, tables rondes et travaux en commission sont entre autres les activités qui vont meubler ces jours d'échange d'expériences. Commentaire signé Grace Kondo. Toujours dans le domaine de la santé, l'Association ivoirienne des transplantés a organisé une assemblée générale dans la commune de Cocody. Objectif, informer tous les transplantés du rein, du cœur ou du foie de l'existence de leur association qui vient de recevoir un agrément de l'État ivoirien, puis ensuite dérouler le programme pour les prochaines activités. Christ Diomandé, Sidonie Davila. L'attente d'un organe en vue d'une transplantation et le coût élevé des soins, aujourd'hui un cauchemar pour de nombreux transplantés. C'est difficile en ce moment parce que les médicaments coûtent excessivement cher et le bilan annuel avoisine les 400-450 000 francs CFA. Et les médicaments, les prennent régulièrement et c'est à vie. Et vous allez voir que dans nos rangs, nous avons des élèves, des étudiants qui sont transplantés. C'est compliqué. L'Association ivoirienne des transplantés, AIT, vient de recevoir de l'État l'agrément d'exercer en Côte d'Ivoire, ce qui implique la reconnaissance de l'État pour de meilleures conditions de prise en charge des malades, notamment d'insuffisance rénale et aussi des transplantés. L'AIT se donne pour mission d'aider les patients à être éligibles aux dons d'organes dont ils ont besoin. Nous nous rassemblons ici pour permettre à tous les transplantés d'avoir toutes les informations nécessaires et aussi informer la population que la transplantation s'est faite en Côte d'Ivoire et qu'il y a une association qui permet aussi le suivi. Les gens considèrent la maladie rénale comme une fatalité. C'est une maladie comme toute autre, qui est une maladie au long cours. C'est la greffe qui est une des possibilités de guérison et qui allonge la durée de vie des malades. Donc l'association a pour but donc, de sensibiliser sur la greffe, sur les donneurs, parce que vous pouvez donner votre rein à votre femme, à votre frère, à votre fils et vivre tranquillement avec un rein. En Côte d'Ivoire, sur 300 personnes en attente d'une transplantation, seulement 0,13% ont eu gain de cause. Le coût élevé de la prise en charge médicale, qui s'élève à 15 millions de francs CFA en moyenne, est selon l'Association ivoirienne des transplantés l'un des obstacles majeurs de leurs activités. Transport à présent, le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport en Côte d'Ivoire est en campagne de sensibilisation sur le respect du règlement 14 dans le district d'Abidjan.
Ce dispositif réglementaire adopté par tous les États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine vise à lutter contre l'extrême surcharge des véhicules poids lourds sur nos routes. Ibrahim Diaby a rencontré à Vridi les conducteurs routiers de marchandises de la sous-région pour leur expliquer la nécessité de ne pas dépasser les volumes autorisés. Lansine Bakayoko. Tout le monde en convient, la dégradation rapide des routes est essentiellement due aux gros camions de transport qui ne respectent pas la limitation du poids sur les différents corridors. Nous nous sommes rendus compte que de plus en plus sur nos routes, les camions chargeaient plus que la normale. Un véhicule de 20 tonnes charge en moyenne 60 tonnes. Un véhicule de 40 tonnes charge en moyenne 80 tonnes. Et les retombées négatives sur les infrastructures routières font que la vie des véhicules et la vie des équipages sont en jeu. Les conséquences de ces surcharges à l'essieu sont incalculables pour la sous-région. En Côte d'Ivoire, par exemple, les gros camions sont responsables de 50% des dégradations de routes. Globalement, les pertes liées à ces dégradations de chaussées sont estimées à 30 milliards de francs CFA par an pour la Côte d'Ivoire. Il est donc devenu urgent d'arrêter ces engins, surtout que les institutions bilatérales telles que l'Union européenne envisagent de lier leur financement à l'application effective du règlement 14. Le Haut Conseil est conscient, la bataille ne fait que commencer. C'est une épreuve de longue haleine, nous allons nous y atteler parce que les sanctions prévues en cas d'infraction seront impardonnables. Et en tant que transporteur d'Afrique de l'Ouest, nous allons tout faire pour arriver à ça parce qu'aujourd'hui, la question de l'atteinte de la compétitivité et de la rentabilité de nos entreprises est en jeu. Bonne nouvelle, de nombreux conducteurs qui ressentent de plus en plus les effets néfastes du dépassement du poids réglementaire se disent disposés à appliquer le dispositif. Nous-mêmes, les chauffeurs, on est fatigués. Nous, on prend les camions ici, on charge ici, le chargement est bon, c'est trop volumineux, c'est lourd. D'ici, on va arriver à notre destination, on a tous les problèmes. Après Vridi, dans la commune de Port-Boué, c'est la commune d'Atekoubé qui a reçu la caravane de sensibilisation du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport en Côte d'Ivoire. À l'étranger, c'est la rupture du dialogue entre le gouvernement et l'opposition aux Comores. L'Union de l'opposition s'est retirée des débats hier. Elle affirme ne pas être entendue. La mouvance présidentielle clame pour sa part sa bonne volonté. Initiée par l'Union africaine à la demande des deux parties, la démarche n'a pas pu aboutir en raison de nombreux désaccords. La France a gelé hier les avoirs de 2 ressortissants iraniens de la direction de la sécurité iranienne du ministère du renseignement iranien. Selon le Quai d'Orsay, Téhéran serait responsable via ses services secrets du projet d'attentat déjoué à Villepinte le 30 juin dernier et parle d'un acte, je cite, d'une extrême gravité. De son côté, Téhéran appelle à lever un malentendu avec Paris. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.